Affaire non résolue de 2003 à Bordeaux élucidée, cruauté commise envers un médecin. Le 12 août 2007, sous un ciel cramoisi de coucher de soleil en Provence, Sophie Martin et Thomas Lemoine disparurent mystérieusement. Ils étaient un jeune couple, inséparables, et avaient prévu de participer à la fête locale de la lavande à Saint-Rémy-de-Provence. Leur voiture, une Renault Clio rouge, fut retrouvée abandonnée près d'un chemin isolé, moteur encore chaud et la fenêtre passager brisée. La scène semblait témoigner d'une lutte, mais aucune trace de sang n'était visible dans le véhicule. Les portes étaient verrouillées et le téléphone de Sophie avait cessé de fonctionner cette nuit-là. Personne ne savait ce qui s'était réellement passé. Les familles de Sophie et Thomas, inquiètes de leur disparition soudaine, contactèrent la police locale. La brigade débuta immédiatement une enquête, mais rien ne laissait présager l'ampleur du mystère qui allait secouer la région. Les premières recherches furent infructueuses, malgré les témoins qui affirmaient avoir vu un homme étrange rôder dans les parages. Quelques rumeurs commencèrent à circuler dans le village, mais aucune piste concrète ne se dessina. Les habitants se demandaient si cette affaire finirait dans l'oubli, comme tant d'autres. Le manque d'indices fut un coup dur pour les enquêteurs. Leur enquête initiale s'orienta vers un simple accident de voiture ou une fuite amoureuse, mais les familles des disparus refusèrent d'accepter cette explication. Des mois passèrent sans avancée majeure, et peu à peu, l'affaire fut classée. Les proches de Sophie et Thomas continuèrent de chercher des réponses, mais les souvenirs des événements s'effritèrent dans la mémoire des habitants de Saint-Rémy-de-Provence. Il fallut attendre près de 10 ans pour que cette affaire tragique ressurgisse sous un angle inattendu. Le 16 février 2017, un passionné d'histoire locale, en fouillant les bois à la périphérie du village, fit une découverte bouleversante. Un petit coffre métallique caché sous les racines d'un vieux chêne. À l'intérieur, il trouva des objets personnels appartenant à Sophie et Thomas, dont un porte-clés en forme de cœur, une bague en argent et des photos d'un concert auquel ils avaient assisté ensemble. Cette découverte réveilla l'intérêt des autorités et relança l'enquête. L'apparition de ces objets remua profondément la communauté locale. La police, qui avait mis l'affaire en pause pendant toutes ces années, décida de rouvrir le dossier. Des experts furent appelés à analyser le contenu du coffre et la région alentour fut de nouveau fouillée minutieusement. Les enquêteurs se concentrèrent cette fois-ci sur les objets retrouvés, cherchant un lien avec des personnes locales qui auraient pu être impliquées dans cette mystérieuse disparition. Leurs espoirs de découvrir la vérité commencèrent à renaître. Les familles des victimes, qui avaient maintenu l'espoir malgré des années d'incertitude, furent enfin entendues. L'attention des médias se tourna de nouveau vers cette affaire et la pression sur les autorités grandit. Les témoignages anciens furent réexaminés et un petit groupe de journalistes d'investigation se lança dans des recherches pour retrouver des traces de Sophie et Thomas. Leurs efforts furent cruciaux, car ils commencèrent à découvrir des détails oubliés, comme des témoins ayant vu un véhicule suspect près du lieu de la disparition. Si ce contenu te plaît, imagine tout ce qui reste à venir. Abonne-toi dès maintenant, rejoins notre communauté et ne manque aucune des prochaines nouveautés. Les jours passèrent et les preuves s'accumulaient. Les enquêteurs se concentrèrent sur un suspect local, un homme nommé Gérard Faure, qui avait été vu près de la zone à l'époque des disparitions. Gérard était un personnage énigmatique, discret, et ses relations avec Sophie et Thomas étaient jusque-là inconnues. Les médias se concentrèrent sur cette nouvelle piste, espérant que cela permettrait enfin de comprendre ce qui s'était réellement passé cette nuit-là. Gérard Faure, après avoir été interrogé plusieurs fois, se montra nerveux et contradictoire dans ses réponses. Bien qu'il n'y ait pas de preuves directes de son implication, les enquêteurs commencèrent à le considérer comme un suspect clé. Il ne semblait pas se souvenir des événements avec clarté, et ses voisins le décrivaient comme une personne secrète, souvent distante des autres. Il n'avait pourtant pas d'antécédents criminels, mais quelque chose dans son comportement éveillait des soupçons. Les mois suivants furent marqués par un certain scepticisme. Les autorités avaient du mal à établir une connexion Sophie entre Faure et les victimes, mais un détail particulier attira l'attention des enquêteurs. L'un des témoins avait décrit un homme ressemblant à Gérard, portant un sac à dos noir, le soir de la disparition. L'idée qu'il ait joué un rôle dans cette affaire grandissait. Les policiers commencèrent à enquêter sur ses antécédents familiaux, espérant trouver un lien qui permettrait de lier Gérard à l'affaire de Sophie et Thomas. Les premiers résultats de l'enquête relancèrent l'intérêt pour l'affaire. Les enquêteurs mirent à jour des informations sur Gérard Faure qui suggéraient qu'il avait entretenu des relations avec des individus peu recommandables dans la région. Ils découvrirent également que Faure avait été vu à plusieurs reprises près de la maison de Sophie bien avant sa disparition.
Les choses prenaient une tournure inquiétante et les autorités intensifièrent leurs efforts pour trouver la vérité derrière cette affaire non résolue de 2007. La pression montait sur les enquêteurs alors que les nouveaux indices semblaient pointer vers Gérard Faure. Un mois après l'ouverture de la nouvelle enquête, les autorités décidèrent de fouiller à nouveau la maison de Gérard. Cette fois, elles mirent à jour des objets personnels qui semblaient avoir un lien direct avec Sophie et Thomas, y compris un livre de voyage qu'ils avaient acheté ensemble lors d'un voyage en Italie. Les policiers commencèrent à se demander si Faure n'était pas plus impliqué qu'ils ne l'avaient pensé initialement. Les interrogatoires se succédaient, mais Faure maintenait sa version des faits. Il prétendait n'avoir rien à voir avec la disparition du couple et niait toute implication dans cette affaire. Cependant, les enquêteurs notèrent qu'il semblait de plus en plus nerveux au fur et à mesure des questions. Une équipe spécialisée dans l'analyse comportementale fut appelée pour évaluer la crédibilité de ses déclarations, mais aucun élément concret ne pouvait encore lier Faure de manière définitive à la disparition. Tu as aimé ce que tu as découvert jusqu'ici? Alors reste avec nous. Abonne-toi et sois au courant de toutes les nouveautés à venir. Un détail étrange cependant attirait l'attention des policiers. Lors de l'une des perquisitions dans la maison de Gérard, ils découvrirent une carte de la région, avec plusieurs endroits marqués d'un X, dont un près de Saint-Rémy-de-Provence, qui semblait être un lieu précis qu'il avait visité à plusieurs reprises. L'une de ces marques se trouvait à quelques kilomètres de l'endroit où la voiture de Sophie et Thomas avait été retrouvée abandonnée. Les enquêteurs soupçonnaient qu'il y avait une raison cachée à ce marquage, mais ils n'avaient pas encore suffisamment de preuves pour en tirer des conclusions. Parallèlement, les journalistes qui suivaient l'affaire découvrirent une information cruciale. Gérard Faure avait été impliqué dans un accident de voiture mineur quelques semaines avant la disparition de Sophie et Thomas. Bien que cet incident semblait sans importance à l'époque, les enquêteurs commencèrent à y voir un lien possible. Les témoins avaient déclaré avoir vu Faure changer de comportement après cet accident, comme s'il avait été affecté psychologiquement par cet événement. Est-ce que l'accident avait déclenché un comportement plus erratique chez lui? Les recherches sur l'entourage de Gérard révélèrent des éléments de plus en plus dérangeants. Il s'avéra qu'il avait des contacts avec plusieurs personnes suspectes qui avaient été impliquées dans des activités criminelles locales. Des témoins affirmèrent avoir vu Gérard en compagnie de ces individus peu avant la disparition de Sophie et Thomas, ce qui ajoutait une nouvelle couche d'énigme à l'enquête. Ces révélations suggéraient qu'il n'était pas un simple habitant du village, mais qu'il était peut-être lié à un réseau plus large de personnes impliquées dans des activités illégales. Les autorités prirent alors la décision de se concentrer sur les fameux contacts suspects de Gérard. Un travail de fond fut lancé pour identifier ces personnes et établir des liens directs entre elles et Faure. Les enquêteurs commencèrent à interroger ces individus, mais la plupart d'entre eux semblaient réticents à collaborer. L'enquête prit une nouvelle direction. Au lieu de chercher seulement à relier Gérard Faure à la disparition de Sophie et Thomas, les policiers devaient maintenant se concentrer sur les personnes qu'ils fréquentaient. Un autre indice crucial émergea lorsque la police retrouva une série de photos dans les affaires de Gérard. Certaines d'entre elles montraient Sophie et Thomas lors de leur sortie, prises apparemment à leur insu. Ces photos étaient des preuves accablantes. Il devenait de plus en plus évident que Gérard les avait surveillés bien avant leur disparition. Mais pourquoi? Quel était son intérêt pour ce couple apparemment ordinaire? Et quel rôle jouait-il dans cette disparition mystérieuse? Avec ces nouvelles informations, la police décida de se rendre à Saint-Rémy-de-Provence, près du site où les photos avaient été prises, pour interroger les résidents locaux. Des témoins affirmèrent avoir vu Gérard à plusieurs reprises dans la région, toujours accompagné d'individus au comportement louche. Bien que certains résidents aient exprimé leur méfiance à son égard, personne n'avait jamais osé le signaler aux autorités, ce qui rendait l'enquête d'autant plus complexe. Les enquêteurs commencèrent à relier les différentes pièces du puzzle. Un témoin avait vu un van suspect, qui correspondait à celui de Gérard, près de l'endroit où Sophie et Thomas avaient été vus pour la dernière fois. Ce van était mystérieusement absent du village pendant plusieurs jours et les recherches dans les archives locales révélèrent que Gérard avait loué ce véhicule à plusieurs reprises dans le passé. Le lien entre Gérard et ce van devenait de plus en plus concret et les autorités se concentrèrent sur l'analyse de cet élément clé. Et pendant que l'histoire continue de se dérouler, pourquoi ne pas en profiter pour t'abonner maintenant? Comme ça, tu ne manqueras rien de ce qui arrive. Cependant, malgré la multiplication des indices et des témoignages, la vérité restait encore hors de portée. Gérard Faure continuait de nier toute implication dans l'affaire, mais les preuves accumulées ne faisaient plus de doute. Il avait un rôle à jouer dans la disparition de Sophie et Thomas. Le mystère s'épaississait, mais la détermination des enquêteurs ne faiblissait pas.
Ils savaient qu'ils tenaient enfin une piste solide qui pourrait les conduire vers la vérité. À mesure que l'enquête progressait, une nouvelle découverte fit l'effet d'un électrochoc. Un mois après les fouilles dans la maison de Gérard Faure, un témoin se manifesta de manière anonyme. Il affirmait avoir vu Gérard quitter la ville la nuit où Sophie et Thomas avaient disparu. Selon son témoignage, Faure avait pris la direction du Mont Ventoux, un endroit isolé et difficile d'accès, à une heure où les rues étaient désertes. Le témoin ne pouvait pas dire avec certitude ce que Faure faisait là-bas, mais il semblait sophiment en mission. Les enquêteurs, désormais convaincus que Faure avait joué un rôle clé dans cette affaire, décidèrent de se concentrer sur cette nouvelle piste. Ils avaient de plus en plus de raisons de croire que Gérard connaissait parfaitement la région et qu'il y avait de fortes chances que la disparition des jeunes amoureux soit liée à un endroit spécifique dans la zone montagneuse. Cette révélation marqua un tournant dans l'enquête, car jusqu'à présent, les enquêteurs avaient négligé la possibilité que Faure ait pu emmener ses victimes dans une région si éloignée. La direction des enquêteurs changea alors complètement. Le Mont Ventoux, qui était devenu un point central de l'enquête, offrait des possibilités d'investigation inédites. Une équipe spécialisée en recherche sur le terrain fut envoyée pour explorer les moindres coins de cette région montagneuse. Des perquisitions furent menées dans des zones où Faure avait été aperçu, et des témoins commencèrent à relater des événements étranges survenus dans les jours qui avaient précédé la disparition de Sophie et Thomas. Tout semblait pointer vers une chasse à l'homme dans cette partie reculée de la Provence. Le maire de la ville, choqué par l'ampleur que prenait cette affaire, organisa une réunion d'urgence avec les autorités locales. Il se sentit obligé de prendre part à la recherche de la vérité, bien que la petite commune ait toujours vécu dans l'ombre de ce mystère. « Nous devons tout faire pour soutenir la famille des disparus », déclara-t-il aux journalistes présents. Cette solidarité publique apporta un élan inattendu à l'enquête, donnant de nouvelles informations et renforçant la détermination de la communauté à résoudre le mystère. Les fouilles se poursuivirent sans relâche autour du Mont Ventoux, mais les autorités se heurtèrent à de nombreux obstacles. La région, peu accessible et parsemée de zones désertiques, compliquait les recherches. Les enquêteurs décidèrent donc d'utiliser de nouvelles technologies comme les drones pour survoler les zones les plus difficiles d'accès. Cette approche permettait de scruter des terrains où les équipes au sol ne pouvaient pas pénétrer. L'usage de ces technologies modernes ouvrait de nouvelles possibilités, bien que le temps pressait. La découverte la plus choquante intervint lorsqu'un drone repéra une petite cabane abandonnée au cœur des bois, à proximité des sentiers connus. Il s'agissait d'un bâtiment isolé, dont les résidents locaux ignoraient l'existence. Lorsque les enquêteurs arrivèrent sur place pour fouiller le site, ils trouvèrent des traces récentes autour de la cabane. Le sol était perturbé et de nombreux objets abandonnés semblaient indiquer que quelqu'un avait vécu là récemment. Les indices pointaient vers Faure, mais rien de concret ne permettait encore de lier ce lieu directement aux victimes. Ce qui surprit les enquêteurs fut la découverte d'un sac en toile près de la cabane. À l'intérieur, il y avait des vêtements appartenant à Sophie, ainsi que des objets personnels qui avaient disparu avec elle lors de sa dernière sortie. Cette découverte renforça l'hypothèse selon laquelle Faure avait probablement utilisé ce refuge comme un lieu de cachette après la disparition. Les policiers commencèrent à envisager une autre question. Et si ce lieu avait été utilisé non seulement pour cacher les victimes, mais aussi pour les manipuler ou les contraindre à se rendre à cet endroit? Les tests ADN effectués sur les vêtements retrouvés confirmèrent qu'ils appartenaient bien à Sophie. Mais alors, pourquoi avait-elle été amenée jusqu'ici, dans un tel endroit reculé? Et quel était le lien avec Gérard Faure? Ces nouvelles découvertes indiquaient sophiment que Faure n'était pas qu'un simple témoin dans cette affaire. Il devenait de plus en plus le suspect numéro 1, mais la vérité restait complexe et difficile à appréhender. La découverte de la cabane abandonnée lança une nouvelle dynamique dans l'enquête. Mais, au-delà de ce tournant, il y avait encore des zones d'ombre à éclaircir. Les enquêteurs savaient qu'ils étaient proches d'un dénouement, mais ils avaient besoin d'une preuve décisive pour arrêter Gérard Faure. L'enquête continua donc à se concentrer sur l'analyse des objets retrouvés et sur l'examen minutieux des traces laissées par Faure dans la région. Cependant, l'homme semblait avoir préparé chaque étape avec soin, rendant chaque avancée lente et méticuleuse. La communauté de la région de Vaison-la-Romaine, désormais impliquée dans la recherche de la vérité, ne cessait d'offrir son soutien aux familles de Sophie et Thomas. Un mouvement de solidarité se formait, amplifié par les médias locaux qui mettaient constamment l'affaire en lumière. Le mystère de la disparition, qui paraissait insurmontable au début, prenait enfin une direction plus Sophie, bien que les détails restent encore à déchiffrer. Une conclusion se dessinait, mais à quel prix?
L'enquête prenait de plus en plus d'ampleur. Après la découverte de la cabane abandonnée et des indices qui pointaient Sophie vers Gérard Faure, la police intensifiait ses efforts pour recueillir des preuves supplémentaires. Mais le mystère de la disparition de Sophie et Thomas restait toujours aussi dense. L'isolement des lieux, la nature évasive des témoignages et les incohérences dans les déclarations de Faure compliquaient les choses. Les enquêteurs se retrouvaient confrontés à un homme déterminé à masquer son implication à tout prix. Dans les semaines qui suivirent, la pression s'intensifia sur Gérard Faure. Les autorités décidèrent de le placer sous surveillance constante, espérant que ses gestes incriminants finiraient par dévoiler quelque chose. Mais Faure, toujours aussi insaisissable, semblait anticiper chaque mouvement de la police. Il évitait les endroits où il avait été observé et restait constamment sur ses gardes. Les enquêteurs savaient qu'ils étaient proches d'un tournant, mais la difficulté de saisir Faure à la faute rendait leur mission frustrante. Les fouilles autour du mont Ventoux continuèrent sans relâche. Des témoins, encouragés par les médias et les campagnes de sensibilisation, commencèrent à se manifester. Certains affirmaient avoir vu Faure dans les environs quelques jours avant la disparition de Sophie et Thomas. Mais les descriptions demeuraient vagues et les preuves étaient insuffisantes pour relier directement Faure aux événements. Malgré cela, un fil conducteur apparaissait. Faure semblait avoir une connaissance approfondie de la région, ce qui suggérait qu'il avait peut-être un passé dans les environs. Les enquêteurs décidèrent alors de se pencher sur l'historique de Gérard Faure. Qui était-il avant cette affaire? Quel rôle jouait-il dans la communauté? Des informations commencèrent à émerger sur son passé, certaines particulièrement troublantes. Faure avait vécu dans un village voisin durant sa jeunesse. Il avait quitté la région il y a plusieurs années après avoir été impliqué dans une série d'incidents violents. Aucun détail précis ne reliait ces événements à la disparition de Sophie et Thomas, mais il semblait que Faure avait une longue histoire de comportements perturbés. Lors d'une réunion avec les proches de Sophie et Thomas, les enquêteurs mirent en lumière de nouvelles informations concernant l'implication de Faure dans des affaires similaires dans d'autres régions. Ces révélations relancèrent les interrogations sur son caractère et ses intentions. Certains membres de la famille de Sophie se souvinrent de moments où Faure était apparu étrange et menaçant. Il avait eu des échanges conflictuels avec Thomas quelques mois avant la disparition. Bien que ces disputes semblaient anodines à l'époque, elles prenaient aujourd'hui un tout autre sens. Les experts en psychologie criminelle furent appelés pour analyser le profil de Gérard Faure. Selon leurs conclusions, il était possible que Faure ait agi sur un coup de tête, qu'il ait manipulé ses victimes ou qu'il ait agi sous l'influence de puissantes obsessions personnelles. Bien qu'aucune preuve formelle ne soutenait cette théorie, l'hypothèse d'un acte prémédité semblait de plus en plus plausible. La question qui restait en suspens était de savoir pourquoi Faure avait choisi Sophie et Thomas et quel était son but ultime. Les fouilles dans la région du mont Ventoux finirent par donner de nouveaux résultats. Un groupe de randonneurs découvrit un petit carnet dans un recoin isolé de la forêt. Ce carnet appartenait à Sophie. À l'intérieur, plusieurs pages étaient couvertes de notes manuscrites, certaines évoquant des préoccupations récurrentes au sujet de Faure. Sophie avait écrit à plusieurs reprises qu'elle se sentait observée et suivie. Ces révélations prouvaient que la jeune femme avait pressenti un danger avant sa disparition, mais malheureusement, elle n'avait pas pu s'échapper à temps. L'analyse du carnet apporta un tournant dans l'enquête. Les enquêteurs commencèrent à croire que Faure avait peut-être entretenu un lien plus personnel et complexe avec Sophie. Peut-être était-ce une obsession malsaine, une forme de contrôle exercé sur la victime. Le carnet révéla aussi des échanges entre Sophie et Thomas, dans lesquels ils exprimaient leurs inquiétudes croissantes à propos de Faure. Ces informations alimentaient la théorie que Faure avait suivi les deux jeunes gens avant de passer à l'acte. Malgré la collecte de preuves de plus en plus accablantes, Gérard Faure restait implacable dans ses dénégations. Il n'était toujours pas arrêté et sa fuite semblait être un jeu d'enfant pour lui. Cependant, l'étau se resserrait lentement autour de lui. Les autorités comprenaient qu'ils étaient sur le point de découvrir un aspect de Faure qu'ils n'avaient pas anticipé, un manipulateur redoutable, un criminel sophistiqué qui savait comment déjouer les enquêtes et s'échapper à chaque tournant. La communauté, bien qu'encouragée par les avancées de l'enquête, commençait à se lasser. L'incertitude persistait et le sentiment de frustration grandissait. Les familles des disparus maintenaient leur espoir, mais la douleur de l'attente devenait insupportable. Les habitants de Vaison-la-Romaine et des environs étaient tous suspendus à la recherche de la vérité, mais ils savaient que tant que Faure resterait en liberté, le mystère ne serait jamais totalement résolu. Les semaines suivantes furent marquées par une intensification de l'enquête. Les autorités avaient désormais une piste solide,
Gérard Faure avait effectué plusieurs déplacements suspectés dans la région et des témoins affirmaient l'avoir vu près des lieux de la disparition de Sophie et Thomas. Cependant, Faure restait insaisissable et la police ne parvenait toujours pas à l'arrêter. La pression sur les enquêteurs était énorme, d'autant plus que les familles des disparus commençaient à perdre patience, épuisées par l'attente. Les médias locaux ne cessaient de relayer les progrès de l'enquête, alimentant les spéculations. Les rumeurs se multipliaient, mais les faits restaient rares. Les enquêteurs avaient interrogé plusieurs témoins et les déclarations commencèrent à se croiser. Un certain nombre de personnes avaient vu Faure rôder autour de la forêt du Mont Ventoux dans les jours précédant la disparition. Mais rien de concluant n'émergeait et l'affaire semblait stagner. Une nouvelle perquisition dans la maison de Faure eut lieu, cette fois en présence d'experts en criminologie. La maison, bien que soigneusement rangée, ne semblait pas cachée de secrets évidents. Cependant, un détail retint l'attention des enquêteurs. Une vieille boîte métallique apparemment sans valeur qui avait été placée sous une pile de livres dans le salon. Lorsqu'ils l'ouvrirent, ils découvrirent des objets personnels appartenant à Sophie et Thomas, dont des bijoux et des vêtements. Cette découverte choqua les enquêteurs, car elle suggérait que Faure avait manipulé les objets des victimes après leur disparition. Les objets retrouvés dans la boîte servaient de pièces à conviction importantes, mais la question demeurait. Pourquoi Faure avait-il gardé ces objets? Était-il fier de son crime, ou bien tentait-il de se rapprocher des victimes d'une manière étrange et morbide? L'énigme devenait plus complexe à chaque nouvelle découverte. Faure, bien que sous surveillance, semblait toujours avoir un coup d'avance et la tension grandissait parmi les enquêteurs. Les autorités, sous pression, décidèrent de concentrer leurs efforts sur une nouvelle stratégie, piéger Faure en le poussant à commettre une erreur. Ils mirent en place un dispositif de surveillance discret autour des lieux qu'il fréquentait régulièrement, espérant qu'il se trahirait. Pendant ce temps, les experts en analyse comportementale continuaient de dresser un profil de Faure. Ce dernier semblait être un homme méthodique, voire calculateur. Mais plus les enquêteurs en apprenaient sur lui, plus ils se rendaient compte qu'il était un criminel hors norme, manipulant tout son entourage avec une habileté redoutable. Les proches de Sophie et Thomas, bien que découragés, ne renoncèrent jamais à l'idée de voir un jour leur vérité éclater au grand jour. Ils continuèrent à organiser des rassemblements, appelant la communauté à ne pas oublier le sort de leurs enfants. Les habitants de Vésola-Romaine étaient solidaires, mais la réalité de la situation devenait de plus en plus insupportable. Les familles des victimes avaient besoin de réponses, et vite. La découverte d'un carnet contenant des notes personnelles de Sophie apporta une nouvelle lueur d'espoir. Dans ce carnet, Sophie évoquait plusieurs fois sa peur d'être suivie, ainsi qu'une série d'étranges rencontres avec Faure dans les mois précédant sa disparition. Sophie semblait avoir des pressentiments inquiétants au sujet de l'homme, ce qui renforça la conviction des enquêteurs qu'il y avait une relation plus complexe entre Faure et les victimes. En parallèle, les enquêteurs poursuivirent leurs recherches dans les environs du Mont Ventoux. Après des semaines de fouilles, ils découvrirent une nouvelle cachette dans les bois, non loin de la cabane abandonnée. À l'intérieur, plusieurs objets personnels appartenant à Faure furent retrouvés, ainsi que des papiers et des photos. Certains d'entre eux semblaient être des souvenirs de ses précédentes victimes. Les enquêteurs commencèrent à établir une connexion entre Faure et d'autres disparitions non résolues dans la région. Il semblait que Faure était lié à une série de crimes qui remontaient à plusieurs années. La pression sur Faure était désormais insoutenable. Il savait que l'étau se resserrait autour de lui. Cependant, il restait implacable et son attitude semblait de plus en plus distante. Certains collègues de travail et anciens voisins affirmaient que Faure avait changé au fil des ans, devenant plus étrange et plus secret. Ce qui autrefois semblait être un homme ordinaire se révélait aujourd'hui être un prédateur méthodique capable de dissimuler son côté sombre pendant des années. Les enquêteurs, déterminés à obtenir une confession de Faure, décidèrent de changer de tactique. Ils optèrent pour un interrogatoire plus direct et plus agressif, espérant que l'homme craquerait sous la pression. Mais Faure, toujours aussi froid et calculateur, maintenait son innocence. Il savait que le moindre faux pas pouvait l'exposer et chaque question des enquêteurs le poussait à perfectionner son masque de tranquillité. Après plusieurs semaines de surveillance discrète et d'interrogatoires infructueux, un retournement de situation inattendu secoua les enquêteurs. Un matin, alors que les autorités se préparaient à lancer une nouvelle perquisition à la maison de Faure, un appel anonyme fit irruption dans l'enquête. Un individu prétendant être un ancien collègue de Faure se manifesta.
Il affirma avoir des informations cruciales sur l'implication de Ford dans plusieurs disparitions de jeunes adultes dans la région, y compris celle de Sophie et Thomas. L'appelant, qui se nommait Jean-Marc, affirma que Ford lui avait parlé à plusieurs reprises de ses activités sombres, mais sans jamais entrer dans les détails. Toutefois, lors d'une discussion anodine dans un bar, Ford avait lâché une phrase qui allait faire basculer l'affaire. « J'ai mis fin à leur vie de manière aussi tranquille qu'on éteint une bougie. » Jean-Marc était alors resté stupéfait, mais il n'avait pas pris la remarque au sérieux, jusqu'à ce qu'il découvre les recherches en cours dans la région. Jean-Marc, craignant pour sa sécurité, demanda à rencontrer la police sous conditions strictes. Il souhaitait rester anonyme et ne pas être lié publiquement à l'affaire. Après avoir pris en compte la gravité des informations, les enquêteurs organisèrent un entretien discret avec Jean-Marc. Son témoignage semblait solidement étayer les soupçons pesant sur Ford. Selon lui, Ford avait l'habitude de garder des souvenirs de ses victimes, et la boîte contenant les objets personnels de Sophie et Thomas retrouvés précédemment en était la preuve. Le procureur, M. Lefebvre, en charge du dossier, décida de prendre des mesures immédiates. Les témoignages de Jean-Marc et la pression croissante sur Ford rendaient l'affaire encore plus urgente. Une réunion secrète fut organisée entre les enquêteurs où il fut décidé de recouper les informations obtenues avec les preuves matérielles. À ce moment-là, il était évident que Ford avait fait des erreurs et les enquêteurs avaient enfin trouvé des éléments sur lesquels baser une nouvelle attaque. Quelques jours après, les autorités menèrent un interrogatoire de plus grande ampleur avec Ford. Cette fois, les policiers étaient plus agressifs et plus incisifs. Ils n'avaient plus l'intention de lui laisser le moindre répit. Le face-à-face avec Ford, pourtant calme en apparence, était tendu. L'homme, qui semblait au départ rester implacable, commença à montrer des signes d'anxiété sous la pression. Il savait que ses secrets étaient en train de remonter à la surface. Au bout de plusieurs heures, Ford finit par craquer. D'un ton presque inaudible, il admit avoir suivi Sophie et Thomas cette nuit-là, mais il refusa toujours de détailler le pourquoi et le comment. Lorsqu'on lui montra les objets retrouvés, il se figea, son regard se durcissant. Les policiers savaient que c'était le moment de pousser davantage. « Pourquoi avoir gardé ces objets ?» lui demandèrent-ils. C'est alors qu'une lueur de culpabilité perça dans ses yeux. « Je voulais juste les avoir près de moi, comme des témoins de ce que j'avais fait. » murmura-t-il enfin, sa voix brisée. Ce simple aveu mit un terme à des années de mystère. Ford, qui semblait jusqu'ici être un homme ordinaire, se révéla être un criminel impitoyable. Son masque tomba, et il ne pouvait plus nier son implication dans la disparition de Sophie et Thomas, ni dans d'autres affaires non résolues. L'arrestation de Ford secoua toute la région de Provence. Les habitants de Vésola-Romaine, où Sophie et Thomas avaient grandi, furent dévastés par l'ampleur de ce qu'ils avaient découvert. Pendant des années, ils avaient cherché des réponses, et enfin, elles étaient là. Les familles des victimes, bien qu'ayant obtenu des informations, n'avaient pas encore le sentiment d'avoir obtenu justice. La confession de Ford n'était que le début d'un long chemin vers la vérité. La police procéda à un examen minutieux de la maison de Ford, découvrant une quantité de photos et de documents relatifs aux disparitions de jeunes adultes dans toute la région. Les enquêteurs se rendirent vite compte que Ford avait suivi un modèle précis et qu'il choisissait ses victimes avec une froideur calculée. En examinant les photos retrouvées, ils constatèrent que plusieurs jeunes disparus au cours des 10 dernières années semblaient avoir été pris dans les mêmes circonstances. Les experts en criminologie étaient formels. Ford avait agi en solitaire, mais il avait soigneusement planifié chacune de ses actions. Ses victimes étaient choisies selon des critères bien définis, et il les observait de loin avant d'agir. Le profil de Ford correspondait à celui d'un prédateur solitaire, un homme qui se dissimulait derrière une façade d'honnêteté, mais dont la vie secrète était bien plus sombre. Le procureur Lefebvre se rendit à la maison des familles de Sophie et Thomas pour leur annoncer la nouvelle. Bien qu'ils aient eu des soupçons, l'ampleur de l'aveu et de l'enquête à venir les bouleversa. Ils avaient enfin une réponse, mais cette réponse était bien plus macabre que ce qu'ils avaient imaginé. Les familles se tenaient la tête dans les mains, prises entre le soulagement d'avoir des réponses et la douleur lancinante de la perte. Le procès de Ford, qui devait avoir lieu dans les mois à venir, serait l'étape suivante dans cette affaire. Les autorités s'attendaient à une longue bataille juridique, mais désormais, ils savaient qu'ils avaient les preuves nécessaires pour obtenir une condamnation. Le procès n'était plus une question de si, mais de quand et de comment. L'annonce de l'arrestation de Ford fit l'effet d'une onde de choc à travers la région. En Provence, tout le monde semblait en parler,
de Vaison-la-Romaine à Aix-en-Provence, où l'affaire avait occupé une place centrale dans les discussions pendant des années. Le mystère entourant les disparitions de jeunes adultes semblait enfin être résolu, mais une question persistait dans l'esprit des habitants. Pourquoi Faure avait-il agi ainsi, et quelles étaient ses motivations profondes? Les enquêteurs poursuivirent leurs investigations après l'arrestation de Faure, mais de nouvelles pistes semblaient surgir. L'un des indices majeurs découverts au cours des fouilles dans la maison de Faure fut un carnet, dissimulé parmi des papiers ordinaires. Ce carnet, rempli de notes, d'observations et de plans, contenait des informations détaillées sur des disparitions anciennes et sur des jeunes qui avaient disparu à des dates précises, souvent dans des circonstances similaires à celles de Sophie et Thomas. Le procureur Lefebvre était sous pression, car il savait que ce carnet pourrait contenir des informations cruciales. Faure avait noté des détails sur ses victimes, mais également des références à des endroits spécifiques où il avait l'intention de se rendre. La question qui se posait était la suivante. Faure avait-il agi seul ou faisait-il partie d'un réseau plus vaste? Les autorités étaient prêtes à explorer cette nouvelle piste. Les policiers mirent tout en œuvre pour analyser les informations contenues dans le carnet. Ils découvrirent des noms qui ne correspondaient à aucune victime officiellement disparue, mais les dates et lieux étaient troublants. Une autre découverte majeure fut une série de numéros de téléphone et de codes cryptés. Ces numéros, une fois traqués, furent associés à des contacts à l'étranger, notamment en Espagne et en Italie. Le réseau dont Faure faisait peut-être partie s'étendait bien au-delà des frontières françaises. Les premiers interrogatoires menés après l'arrestation de Faure ne donnèrent pas de réponse Sophie. Faure semblait toujours minimiser ses actes, affirmant qu'il n'avait tué que par nécessité et qu'il n'avait pas de complicité. Mais les enquêteurs savaient que la réalité était bien plus complexe. Ils se concentrèrent sur les contacts qu'il avait entretenus avec ces personnes à l'étranger. Il était possible que Faure ait agi en tant que membre d'un groupe criminel organisé, un groupe qui sélectionnait des victimes vulnérables à travers toute l'Europe. Dans les jours suivants, les autorités lancèrent une série d'enquêtes internationales. La coopération avec la police espagnole et italienne devint cruciale. Faure avait-il réellement des liens avec un réseau plus large ou avait-il simplement échangé des informations avec des criminels étrangers pour s'inspirer de leurs méthodes? Les réponses se faisaient attendre, mais chaque nouvel indice ajoutait une couche supplémentaire au mystère. La découverte de ces connexions internationales renforça les soupçons que Faure n'était pas un simple meurtrier isolé, mais un maillon d'une chaîne beaucoup plus complexe. Pendant ce temps, les familles des victimes commençaient à se reconstruire lentement, bien que l'ombre de la douleur et de l'incertitude pèse toujours sur leur cœur. L'arrestation de Faure leur apporta un semblant de soulagement, mais elles savaient que la véritable réponse se trouvait dans la suite de l'enquête. Le fait que d'autres disparitions puissent être liées à Faure ne faisait qu'aggraver leur anxiété. Sophie et Thomas n'étaient peut-être pas les seules victimes de cet homme. Combien d'autres vies avaient été brisées? Les médias, eux aussi, se faisaient de plus en plus pressants. Ils se concentraient désormais sur les révélations concernant les réseaux criminels européens et les implications de Faure. Plusieurs chaînes de télévision, ainsi que des journalistes d'investigation, commencèrent à scruter chaque détail de l'affaire. Les familles, tout en appréciant la couverture médiatique qui alimentait l'enquête, ressentaient également une forme de fatigue face à la publicité incessante qui ravivait constamment leur douleur. Dans la salle d'audience, Faure était présenté comme un homme dérangé, agissant par obsession. Mais plus les enquêteurs fouillaient dans son passé, plus ils découvraient des éléments qui remettaient en question cette vision. Faure avait peut-être agi de manière compulsive, mais son réseau de contacts suggérait qu'il avait des alliés. Cela soulevait une nouvelle question. Faure était-il un simple exécutant ou était-il l'instigateur d'un plan bien plus vaste et machiavélique? Le procureur Lefebvre se rendit compte qu'il devait intensifier l'enquête pour mieux comprendre l'ampleur de ce réseau criminel. Il savait qu'une fois que la vérité éclaterait, les répercussions se feraient sentir au-delà des frontières françaises. L'arrestation de Faure n'était que le début d'une série de révélations qui, espérait-il, permettrait de démanteler tout un système d'exploitation. L'enquête entra dans une phase cruciale. Les révélations se succédaient à un rythme effréné. Alors que les autorités françaises poursuivaient leur collaboration avec les forces de police espagnoles et italiennes, de nouvelles informations concernant les liens internationaux de Faure commencèrent à émerger. Les réseaux de trafic de personnes, notamment des femmes, semblaient être au centre de ces activités. Il n'était pas seulement un meurtrier isolé, mais un rouage dans une organisation criminelle bien plus vaste. Les autorités commencèrent à comprendre que l'affaire n'était pas simplement une série de meurtres, mais un complot d'envergure internationale.
La découverte d'un carnet rempli de numéros de téléphone et de codes cryptés confirma la présence d'un réseau bien organisé. Les enquêteurs avaient mis la main sur un document qui détaillait les contacts forts avec des personnes influentes dans plusieurs pays d'Europe. Parmi ces contacts, un homme, surnommé le Baron, semblait occuper une position clé dans ce réseau. Cet homme, jusqu'alors inconnu des autorités, commença à être la cible des investigations internationales. Qui était-il vraiment? Pourquoi Faure avait-il été en contact avec lui? Les policiers se lancèrent dans une chasse à l'homme à l'échelle européenne, multipliant les perquisitions, les interrogatoires et les analyses des données numériques extraites du téléphone portable de Faure. Ce dernier, bien que désormais incarcéré, restait d'une froideur inquiétante, et chaque nouvelle information qu'il fournissait semblait n'être qu'une pièce du puzzle qu'il refusait de dévoiler entièrement. Toutefois, les enquêteurs savaient que le temps pressait. Ils avaient désormais un nouvel objectif: localiser le Baron et démanteler l'ensemble du réseau. La pression montait sur les autorités françaises et européennes. Les habitants de la région, bien que soulagés par l'arrestation de Faure, demeurèrent inquiets. Si Faure n'était qu'un exécutant, il restait d'autres membres de l'organisation appréhendés. La découverte de nouvelles victimes, disparues dans des circonstances similaires à celles de Sophie et Thomas, fit monter la tension. Faure n'était-il qu'un maillon d'une chaîne bien plus sinistre? Les familles des disparus, bien que marquées par la souffrance, gardèrent l'espoir que la vérité éclate, mais chaque révélation apportait de nouvelles questions. Parallèlement à l'enquête, les journalistes d'investigation intensifièrent leurs recherches. Ils se penchèrent sur les liens financiers de Faure, scrutant les transactions bancaires suspectes, les comptes offshore et les contacts d'affaires à l'étranger. Une enquête parallèle, menée par des journalistes spécialisés dans les réseaux criminels, permit de mettre en lumière des connexions entre Faure et des groupes organisés dans plusieurs pays européens. La découverte de ces relations criminelles donna à l'affaire une ampleur nationale et internationale. Les médias, d'abord concentrés sur les aspects locaux de l'affaire, commencèrent à s'intéresser de près aux ramifications internationales du réseau. De nombreuses hypothèses circulaient. Faure était-il un simple exécutant, un homme manipulé par des criminels plus puissants, ou avait-il des motivations personnelles qui expliquaient ses actions? Les journalistes s'efforçaient de relier chaque morceau du puzzle, tandis que les autorités peinaient à cerner l'ampleur du réseau. Ce qui semblait au départ être un simple mystère local devenait une affaire d'intérêt mondial. Les familles des victimes restaient dans l'attente de réponses, mais aussi dans l'espoir que l'arrestation de Faure n'était que le début de la fin. Des réunions et des manifestations avaient lieu dans la région, organisées par des proches des disparus. L'objectif était de maintenir la pression sur les autorités pour que l'enquête aboutisse à une véritable justice. La question du rôle de le Baron restait omniprésente. Les enquêteurs mettaient tout en œuvre pour découvrir son identité et le localiser avant qu'il ne disparaisse à son tour dans l'ombre. Le procureur Lefebvre, désormais à la tête de l'enquête, savait que chaque nouvelle piste le rapprochait d'une vérité qu'il espérait trouver avant que le temps ne joue à la faveur des criminels. Cependant, il était également conscient que l'enquête risquait de se retrouver face à de puissants obstacles, des témoins effrayés, des preuves fragmentées et des organisations criminelles bien établies. Il décida de renforcer les moyens consacrés à cette enquête en faisant appel à des experts en réseau criminel et en recrutant des enquêteurs spécialisés dans les enquêtes transnationales. Les mois suivants furent marqués par une intensification des recherches. La traque de le Baron s'intensifia et un petit groupe d'enquêteurs se consacra exclusivement à la localisation de cet homme, persuadé que sa capture permettrait de résoudre l'affaire une fois pour toutes. Les informations filtrant au compte-gouttes semblaient faire état d'un réseau criminel impliqué dans des affaires de trafic humain, de prostitution et d'extorsion, mais aucun des indices ne permettait encore de remonter directement à le Baron. Les mois passaient, mais l'angoisse ne cessait de croître. La recherche de le Baron était désormais une priorité absolue pour les autorités. Tout semblait converger vers lui. Les indices, les témoignages et même les nouvelles victimes retrouvées avaient un point commun. Ce mystérieux individu, qui échappait à toutes les tentatives d'identification, semblait se jouer des forces de l'ordre à chaque étape. Malgré les progrès technologiques, les enregistrements de surveillance, les analyses ADN et les témoignages croisés, le Baron restait insaisissable. Les pressions se faisaient de plus en plus fortes. Les familles des victimes, qui avaient connu plus d'une décennie de souffrance, commençaient à se demander si elles obtiendraient un jour des réponses Sophie. L'arrestation de Faure n'avait fait qu'éveiller un plus grand mystère. Si Faure était un simple pion, alors la question demeurait. Qui était le véritable cerveau derrière ces disparitions?
Les enquêteurs étaient unanimes sur un point. La capture de Le Baron était la clé pour tout résoudre. Mais ce dernier, qui semblait toujours être un pas en avant sur les forces de l'ordre, avait réussi à brouiller toutes les pistes. Dans la région, le climat devenait lourd. De nouveaux témoins se présentaient chaque semaine, certains offrant des informations cruciales, d'autres simplement des rumeurs. Un témoin crucial, un ancien associé de Le Baron qui se faisait appeler Thomas, avait disparu quelques jours après avoir contacté la police. Cela ne faisait qu'intensifier la paranoïa autour de cette affaire. Était-il vraiment un témoin ou avait-il été manipulé pour servir de leurre? Les enquêteurs avaient du mal à démêler les faux-semblants des véritables informations. Au fur et à mesure que les mois s'étiraient, une étrange alliance entre les autorités locales et les services d'enquête internationaux se forma. Des agents de la police italienne, espagnols et même britanniques étaient appelés à la rescousse pour faire face à l'ampleur croissante du réseau. Les frontières s'effaçaient alors que le crime s'étendait à travers l'Europe. Le Baron semblait avoir tissé des liens puissants et invisibles. Cette dimension internationale compliquait encore l'enquête. Malgré cela, les enquêteurs ne se découragèrent pas. Ils savaient que chaque petit détail comptait. Chaque indice pouvait être une clé pour comprendre l'ensemble du réseau criminel. Ils concentrèrent leurs efforts sur une zone précise, une ancienne ferme isolée à la périphérie de la région, connue pour être un terrain de refuge pour des criminels en fuite. Des témoignages faisaient état de passages fréquents de Le Baron dans ce secteur, et bien qu'aucune preuve tangible n'avait encore été trouvée, la zone semblait être un point névralgique du réseau. En parallèle, un développement inattendu secoua la communauté. L'apparition d'un témoin anonyme qui affirmait avoir vu Le Baron à plusieurs reprises dans les montagnes de la Sainte-Baume, dans une zone que les enquêteurs n'avaient pas encore explorée. Ce témoin, un habitant âgé du village de Saint-Maximin, racontait avoir vu un homme étrange souvent accompagné de plusieurs autres, dans des véhicules anonymes, se rendant à un endroit particulier. Après des vérifications, la police découvrit que cette zone était en effet utilisée par des groupes criminels pour des transactions secrètes. Les enquêteurs durent alors faire face à un choix crucial, concentrer leurs efforts sur cette nouvelle piste ou continuer à fouiller la ferme abandonnée. Ils choisirent de suivre l'option la plus risquée, se rendre à la Sainte-Baume, un terrain isolé et potentiellement dangereux. Les autorités savaient qu'elles étaient sur le point de faire face à un tournant décisif. Si Le Baron se trouvait là, il ne leur resterait que peu de temps avant que cet homme ne disparaisse à nouveau dans les montagnes. Dans un élan d'espoir mêlé de crainte, les équipes de recherche s'élancèrent à la découverte de cet endroit. Les autorités avaient prévu une opération sur le terrain, armée des dernières technologies de géolocalisation et de surveillance. Le moment était venu de mettre fin à la traque. Le matin du 3 mai 2018, l'atmosphère était tendue dans le village de Saint-Maximin. Des rumeurs circulaient sur un déploiement massif de la police dans la région, et les habitants se demandaient ce qui allait enfin être révélé après tant d'années de mystère. La Sainte-Baume, un lieu connu pour sa beauté sauvage et ses forêts denses, devenait soudainement le centre de toutes les attentions. Les enquêteurs avaient reçu un témoignage anonyme indiquant que Le Baron se trouvait dans les montagnes cette nuit-là. Ils n'avaient plus de doute, le moment de l'arrestation était arrivé. L'équipe spéciale, composée de policiers locaux et d'agents des forces de l'ordre européennes, se mit en marche à l'aube. Le vent était frais et les premiers rayons du soleil frappaient les cimes des arbres. L'unité d'élite s'était préparée pendant des semaines, simulant tous les scénarios possibles. Le Baron était un criminel expérimenté et n'avait pas l'intention de se laisser capturer sans se défendre. L'opération était à haut risque, mais les autorités étaient prêtes à tout pour mettre fin à cette affaire non résolue qui avait tourmenté toute la région pendant plus de 10 ans. Alors que les équipes approchaient du site, les choses se passaient rapidement. Les premiers signes de la présence de Le Baron furent découverts près d'une ancienne cabane au bord d'un sentier. Des traces de pas fraîches, des morceaux de papier brûlés et des éclats devaient indiquer que l'endroit avait été récemment fréquenté. La tension montait. Les enquêteurs avancèrent lentement, leur respiration suspendue, chaque mouvement étant minutieusement calculé. Finalement, après des heures d'attente, une équipe d'élite arriva en vue de la cible, un petit chalet isolé, entouré de buissons. Ils avaient trouvé ce qu'ils cherchaient. C'est alors qu'un bruit de voiture, suivi d'un léger crissement de pneus, rompit le silence. Un véhicule approchait à grande vitesse, un fourgon utilitaire banalisé. Le cœur des enquêteurs battait la chamade. Ce fourgon, il n'y avait aucun doute, c'était celui de Le Baron. Le moment était enfin venu. L'équipe de policiers se positionna avec précision, se préparant à intervenir. Le fourgon s'arrêta brusquement à quelques mètres du chalet et la porte s'ouvrit lentement.
Un homme en sortit, grand, vêtu de noir et d'un calme inquiétant. Il ne s'agissait pas de n'importe quel homme, mais bien de le baron. La scène se figea dans l'esprit de tous ceux qui attendaient, l'adrénaline emplissant l'air. Le suspect, implacable, semblait ne rien redouter, conscient qu'il allait devoir faire face à la justice. Les policiers agirent sans délai. L'unité d'intervention bondit en avant, entourant le baron. L'arrestation fut rapide et sans violence, comme si cet homme savait déjà que sa fin était inévitable. À cet instant précis, les années de recherche, d'incertitude et de souffrance des familles des victimes prenaient fin. Il n'y avait plus de doute. Le baron était enfin capturé. Le criminel qui avait manipulé, tué et fait disparaître de nombreuses vies payait désormais pour ses actes. Les familles des victimes furent informées de l'arrestation desquelles eut lieu. L'émotion était immense. Amanda Monroe, sœur de Mark, se rendit immédiatement sur les lieux. Bien qu'épuisée par la douleur et l'attente, elle se sentait enfin prête à affronter ce qu'elle redoutait. La culpabilité de le baron semblait désormais évidente, mais cette arrestation ne réparait en rien les années perdues. Les mystères étaient résolus, mais à quel prix? À l'issue de l'arrestation, le baron fut transféré à Marseille, où il fit face à un interrogatoire sous haute surveillance. Mais son attitude restait implacable. Il ne montra aucune peur, pas même de regret. Les enquêteurs comprirent alors qu'il avait contrôlé chaque aspect de ses actions, manipulant ceux qui l'entouraient, et qu'il savait parfaitement comment se protéger des autorités. Mais à présent, rien ni personne ne pourrait l'empêcher d'être jugé pour ses crimes. Les premiers éléments de preuve recueillis lors de l'arrestation confirmèrent que le baron faisait partie d'un réseau criminel international impliqué dans le trafic d'êtres humains, de drogue et dans les disparitions mystérieuses qui avaient secoué la région. Les témoignages des victimes libérées, les documents retrouvés et les photos récupérées au cours des perquisitions révélaient l'étendue du réseau qu'il avait mis en place. Les jours suivants furent marqués par une couverture médiatique intense. La Provence, qui avait été secouée par cette affaire non résolue pendant plus d'une décennie, commençait enfin à retrouver un semblant de paix. Les familles de Mark et Emily, ainsi que toutes les autres victimes, pouvaient enfin commencer leur processus de deuil. La vérité était enfin dévoilée, mais les cicatrices de ces années de douleur restaient indélébiles. L'enquête se poursuivit sur les ramifications du réseau de Le Baron. De nouvelles arrestations eurent lieu, et les autorités internationales se mirent à traquer les complices du criminel dans plusieurs pays. Mais le plus important restait fait. La lumière était faite sur les disparitions, et le coupable était derrière les barreaux.